Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture, mais c'est aussi le premier update lecture de cette rentrée littéraire, c'est-à-dire que je vais vous parler que de romans qui sont sortis là fin août ou qui vont bientôt sortir en tout cas. Le premier roman dont j'ai très envie de vous parler, il s'agit du roman Le Matin de Neverworld de Marisha Pessl aux éditions Gallimard Jeunesse, que je remercie pour l'envoi de ce récit. On va découvrir Béatrice qui passe les vacances d'été chez ses parents, qui travaillent dans leur petit commerce et qui, un an après le décès de son petit ami, un décès assez mystérieux en fait, elle n'a pas toujours compris tous les tenants et aboutissants de ce décès. Ils ont en tout cas conclu à un suicide, mais elle n'est pas persuadée parce qu'il était loin d'être suicidaire. Et du coup en fait un an après elle va se retrouver avec les 4 membres de leur groupe d'amis qui s'est un peu disloqué depuis le décès de Jim. Elle va les retrouver, ils vont aller faire un peu la fête, tout ça. Elle avait décidé de leur poser un peu la question par rapport à ce décès parce qu'elle a beaucoup de mal à passer outre. Et finalement ils vont avoir un accident de voiture et ils vont se retrouver dans le Neverworld. Le Neverworld, qu'est-ce que c'est? C'est un monde entre la vie et la mort, et en gros tous les soirs ils vont, en gros il leur est dit qu'ils doivent voter pour une personne parmi eux 5 qui va rester en vie et les autres vont mourir. Donc forcément chacun vote pour soi, ça se passe très mal. On a un bon fonctionnement de groupe qui est mis en place en fait, parce qu'on va avoir une semi-communauté, puis ils vont tous s'énerver, ils vont tous s'éloigner, ils vont faire n'importe quoi, ils vont plus parler et puis finalement ils vont remettre en place une sorte de communauté. Donc c'était vraiment pas mal à ce niveau là, au niveau groupal. Après j'ai beaucoup aimé en fait les personnages, même si j'ai vu beaucoup de personnes les critiquer. En effet je me suis pas attachée à ces personnages et je me fichais un petit peu de qui allait survivre, c'est pas le problème. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur, elle nous présente en fait des personnages qui sont loin d'être parfaits. Et j'en ai marre des personnages parfaits, ça me saoule. Et ils ont tous leurs faiblesses, ils ont tous leur part d'ombre. Et en fait ça fait en sorte qu'il y a un gros suspense tout du long parce que vous suspectez tout le monde. Vous n'êtes sûr de personne, vous ne trouvez personne vraiment foncièrement bon. Et même le personnage principal que vous suivez, elle est décrite comme sœur Béa, voilà, c'est bientôt la nouvelle mère Teresa. Mais vous sentez bien qu'il y a un truc qui cloche en fait chez elle. Et du coup vous doutez un petit peu d'elle, vous doutez des autres, vous doutez de tout le monde. Et l'un après l'autre, vous allez vraiment les suspecter très fortement. Du coup vous l'aurez compris, clairement pour moi c'était un véritable page turner, je l'ai lu en moins de 24 heures je crois, et vraiment j'avais très envie de savoir la fin, même si les personnages me laissaient globalement indifférente. L'intrigue je l'ai trouvée très bien ficelée, on a cette part de fantastique que j'aime beaucoup et on va avoir des petites surprises en fait avec le Neverworld qui a un temps qui se disloque un peu et qui ne fonctionne pas comme notre dimension à nous, et ça j'ai bien aimé les explications, j'ai bien aimé l'enquête parce qu'on va quand même essayer de tout savoir sur le décès de Jim, et donc j'ai bien aimé les retombées de tout ça, le fait de pouvoir avoir un petit peu de flashback etc, c'était vraiment bien fait. Je vous l'ai dit, c'est un page turner pour moi, ça a été une très bonne lecture, j'ai été agréablement surprise parce que franchement en lisant le résumé ça me disait bien de le découvrir mais je m'attendais à rien. Voilà, j'ai dit que je voulais le recevoir parce qu'il me semblait plutôt sympathique, mais je me méfie énormément des thrillers dans le young adulte parce que chaque fois ça me laisse indifférente ou ça me saoule ou je m'ennuie, et là ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, que les personnages avec leurs failles, leurs faiblesses étaient super bien exposés et qu'on n'était jamais sûr de rien, et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture pour moi. Il sort le 22 août, donc aujourd'hui si je me trompe pas sur quand je vais poster la vidéo, mais pour vous c'est aujourd'hui, il sera en librairie, et vraiment si jamais le synopsis vous intéresse, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'était une lecture très très sympa. Ensuite j'ai pu découvrir, alors là pour le coup sous la forme d'un e-book, Une fille sans histoire de Constance Rivière aux éditions Stock. Dans cette histoire on va suivre Adèle qui a l'air d'être une jeune fille assez particulière. Ça fait plusieurs semaines qu'elle passe chez elle sans sortir. En vivant la nuit en fait elle passe sa nuit à la fenêtre à regarder un petit peu les va-et-vient des gens. Elle vient de se faire virer en fait de son dernier boulot, vous apprendrez durant l'histoire pourquoi, et du coup elle a passé sa vie comme ça. Et on arrive en novembre 2015. Donc novembre 2015, qu'est-ce que ça vous évoque? Évidemment les attentats terribles au Bataclan, etc. Du coup on arrive à cette date là où elle se retrouve devant sa télé à regarder un petit peu toutes les infos en boucle en fait, et elle va se retrouver avec une dame qui montre une photo à la télé, et c'est la photo de son fils, sauf que ce fils elle le connaît, Adèle, elle l'a déjà vu, et dans sa tête elle va totalement vriller, elle va totalement se dissocier et elle va se persuader le monde qu'elle est la petite amie de ce jeune homme qui est mort dans l'attentat.
Et par tout ça on va voir un petit peu le mécanisme, les mécanismes en tout cas qui la poussent à faire ça, qui poussent Adèle à mentir à tout le monde et à se mettre sur le devant de la scène. Elle va totalement sortir de sa coquille, c'était une jeune fille totalement inhibée, isolée à la maison, qui sortait pas, voilà. Et là elle se trouve une identité, elle se trouve un rôle à jouer dans la société et elle va le jouer à fond, hein. Clairement elle va être à fond, elle va être dans les défenses des victimes, l'organisation des hommages, etc. Et c'est absolument atroce en fait parce qu'elle s'approprie la souffrance de gens qui souffrent vraiment. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que l'auteur ne nous rend pas le personnage principal antipathique. Franchement, quand vous lisez un peu le résumé, vous vous dites mais elle est atroce cette fille quoi. Elle a rien vécu, elle est pas triste ni rien et elle va se faire passer pour quelqu'un qui souffre atrocement d'une perte lors d'un attentat national. Enfin, on n'est même pas dans un meurtre ou un truc comme ça où c'est déjà atroce, on est dans un attentat qui prend l'échelle nationale, voire même mondiale. Tout le monde en a parlé dans le monde entier de ça. Et au final, c'est détestable, c'est horrible de faire ça. Et l'auteur arrive à nous montrer comment ça se passe dans la tête d'Adèle et surtout à quel point elle est dissociée, à quel point elle n'a aucune identité finalement parce que quand elle était petite elle était déjà assimilée à quelqu'un d'autre, elle n'a jamais eu de réelle identité propre si vous voulez. Et là, lors de cet attentat, elle s'en crée une, tout simplement. Elle se crée une nouvelle identité et elle existe à travers cette imposture, à travers cette nouvelle identité parce qu'elle ne sait pas exister autrement. En fait, elle n'a pas d'identité propre. Et du coup, elle se donne un rôle à jouer dans la société, un rôle qu'elle n'avait pas avant, et c'est bien pour ça qu'elle était restée chez elle tout le temps. De toute façon, ça ne changeait rien, vu qu'elle n'avait aucun rôle dans la société. Là, elle s'investit d'une mission toute seule. Elle se persuade que c'est la vérité, elle est persuadée d'être vraiment la petite amie de ce jeune homme et voilà, c'est là qu'il y a une certaine dissociation entre la réalité et ses idées. On a une jeune fille qui est persuadée que ce qu'elle dit est vrai, même si quelque part à un moment donné elle se rend compte quand même qu'elle va peut-être finir par avoir des ennuis à dire de la merde comme ça quoi. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une certaine empathie envers ce personnage principal qu'on ressent quand même totalement torturé, avec une enfance aussi traumatique et pas facile. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé la plume de l'auteur très fluide, très agréable, c'était vraiment très sympathique. J'ai bien aimé le fait qu'on ait plusieurs voix, c'est-à-dire qu'on va suivre Adèle mais aussi un garçon, donc je crois que c'est Saïd son prénom, qui travaille avec les victimes. En fait je sais plus s'il fait partie de la Croix-Rouge, mais en tout cas il est dans l'aide aux victimes, et la mère du garçon en question, donc décédé. Et on va voir un peu comment Adèle va totalement s'enfoncer dans son mensonge et comment ça va se terminer. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça a été vraiment très bien mené au niveau psychologique, j'ai trouvé ça très bien fait et je vous invite vraiment à découvrir cette histoire si jamais ça vous intéresse. Moi personnellement, je vous avoue qu'au cours de ma lecture j'étais vraiment très mal à l'aise. Ça m'est très mal à l'aise parce que c'est un événement qui est pas si vieux que ça. Je me souviens très bien des sentiments que j'ai ressentis lors de cet attentat, c'était l'horreur absolue et du coup ça m'a replongé un petit peu dans ça. Je trouve que c'est peut-être encore un peu tôt pour moi tout simplement, même si ça fait déjà 4 ans. Et ouais, c'est peut-être un peu tôt pour moi, je me sentais très mal à l'aise. En fait très mal à l'aise je pense d'avoir ressenti de l'empathie pour un personnage principal aussi détestable et qui s'approprie la souffrance des autres. Je pense que c'est ça aussi, on est un petit peu entre deux chaises parce qu'on est face à une jeune fille en souffrance qui s'invente un monde merveilleux pour arriver à vivre. Et à côté, on a la pression de la société et le fait que ce qu'elle fait c'est absolument atroce en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a mise mal à l'aise, c'est que j'arrivais pas bien à me situer au niveau de mes sentiments. Et du coup c'est ce qui me fait dire que ce roman est vraiment très bien mené, très bien fait et que l'intrigue est habilement ficelée. Ce roman est aussi sorti en librairie le 21 août, du coup vous pouvez d'ores et déjà l'y trouver. Le troisième roman dont je vais vous parler, je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai rendu au club de lecture. Il s'agit de J'ai tué un homme de Charlotte Herly aux éditions Actes Sud Junior. Dans ce roman, on va aborder la schizophrénie, donc une vision pour les adolescents, mais clairement je pense que ce roman peut être lu par tous les âges à partir de 11-12 ans bien évidemment. Donc on va se retrouver avec Arthur qui va être hospitalisé en hôpital psychiatrique parce que il est totalement délirant. Voilà, il est totalement délirant, il expérimente un premier épisode délirant où il se prend pour une personnalité historique qui a vraiment existé et c'est assez déroutant. Et du coup on va le suivre dans son délire, dans ses propos, dans ses entretiens avec le psychiatre, mais aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un court roman, hein, il fait 130 pages je crois à peu près. On va aussi suivre les parents et tout ce qu'ils vivent. En fait
fait on va suivre, si vous voulez, la schizophrénie et l'expression de la maladie avec ses conséquences sur la famille et sur les proches, mais aussi sur les soignants. Donc on va avoir droit à des chapitres sur Arthur avec ses entretiens, etc. On va avoir des chapitres, à chaque fois c'est très court, hein, des chapitres sur sa famille avec les conséquences, le fait de ne pas, d'être dans le déni, de ne pas accepter ce qui se passe, et surtout beaucoup de préjugés qui sont démontés, et ça c'est génial. J'ai adoré le fait que l'auteur ait pris le soin de donner des a priori pour les démonter derrière. C'est-à-dire que voilà, parfois on va se poser des questions, ça va être ah mais il est totalement fou celui-là, voilà, mais non, mais en fait il est surtout angoissé. On repositionne enfin le patient schizophrène, ou en tout cas le patient psychotique, comme quelqu'un en souffrance et pas comme quelqu'un de dangereux et de totalement timbré. On montre enfin l'angoisse psychotique, l'angoisse schizophrénique et même la dépression post-délire, parce qu'une fois qu'on casse le délire on devient un être humain totalement normal, et c'est quand même pas facile quand on était quelqu'un qui a fait de grandes choses. Vous voyez, quand on imagine qu'on est quelqu'un capable ou qui a fait en tout cas de grandes choses, quand on casse le délire avec les traitements, on redevient un simple humain, et c'est forcément pas facile. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a des chapitres où on va suivre les soignants, donc l'interne mais aussi l'infirmier, qui sont aussi tous les deux en souffrance. C'est pas forcément évident, et moi je me suis retrouvée dans l'interne, je me suis souvenue de ma première année d'internat et surtout de mon premier semestre, quand on vous catapulte en tant que médecin et pourtant vous êtes encore étudiant et vous savez pas trop comment prendre les choses, vous ne savez pas trop comment annoncer les choses, parce qu'il faut quand même savoir que la schizophrénie on n'en guérit pas, on peut la stabiliser si on prend bien ses traitements tout au long de sa vie, mais on n'en guérit pas, et vous devez annoncer ça à des parents. Et je me souviens vraiment de certains entretiens très touchants dans mes premiers semestres où j'ai dû avec ma chef, on a dû annoncer, j'étais pas mise catapultée dans ce rôle là direct heureusement, mais j'ai dû annoncer à des parents que leur fils avait une maladie voilà comme ça, qu'on ne guérit pas mais qu'on peut traiter et stabiliser. C'est important de toujours donner de l'espoir, mais c'est tellement dur de devoir annoncer ça à des parents ou à une famille, hein, peu importe. Dans tous les cas, j'ai trouvé ça très bien fait. Le chapitre sur l'interne, il est véridique. On est des petits médecins et on nous met d'un seul coup sur la sellette avec des vrais patients, avec des vrais traitements à donner, et c'est pas toujours évident de sortir des bouquins. Ensuite, il y a un chapitre aussi sur l'infirmier, mais ce chapitre il est génial. Ça montre toute la pression sur l'équipe infirmière, toute la pression quand on a un manque de moyens, c'est-à-dire qu'on a 2 infirmiers pour 20, 30 patients, et ils doivent tout surveiller, en sachant qu'en psychiatrie on a des patients en effet psychotiques, donc qui délirent, qui sont parfois imprévisibles, qui sont pas toujours en chambre d'isolement. Quand ça va mieux, ils sortent de la chambre d'isolement, c'est normal, on va pas priver quelqu'un de sa liberté pour rien. Et on va aussi avoir des patients dépressifs, des patients bipolaires, des patients suicidaires, et quand on a 2 infirmiers seulement pour les surveiller la nuit, bah il arrive ce qu'il arrive quoi. On espère que ça va bien se passer. Il y a très peu de moyens, on peut pas avoir plus de personnel avec les moyens qu'on nous donne. Donc voilà, et j'ai trouvé ça génial. L'expression de cette souffrance là aussi était vraiment très bien menée, c'était très bien mis en avant. Et vraiment je remercie l'auteur pour ça, parce qu'elle a dressé un tableau exact de la maladie, des patients en souffrance, des soignants en souffrance et de la famille en souffrance, avec les camarades aussi bien sûr en souffrance à ce moment là. Et j'ai trouvé ça génial. C'est très petit, j'en aurais toujours voulu plus évidemment. Quand c'est fait avec exactitude et aussi bien, on en veut toujours plus. Ça s'est passé trop vite, hein, 130 pages, 125 pages, je sais plus, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, je pense que ce roman devrait être découvert à tout âge. Voilà, de l'adolescence à 99 ans, 100, 120 ans, peu importe. Mais je pense que c'est important. Parce qu'il y en a marre que les médias nous sortent que les psychotiques sont des patients dangereux. Ils peuvent être imprévisibles, mais ce sont avant tout des patients en souffrance et très angoissés. Et moi j'en ai marre que les médias nous sortent à chaque fois quelque chose, ah il a des antécédents psychiatriques, non. Des antécédents psychiatriques ça veut pas forcément dire qu'il délire. Ça peut très bien être un psychopathe qui est passé à un moment donné par la case psychiatrie pour se cacher. Ça arrive, c'est ce qui se passe. Au lieu d'aller en prison, parfois ils vont en psychiatrie. Et bah c'est tout, enfin, ça veut rien dire et ça diabolise la maladie et ça fait peur à tout le monde. Et ce sont des patients qui se sentent déjà beaucoup en dehors de la réalité, beaucoup en dehors de la société, et en plus on a une société qui les stigmatise, donc c'est vraiment compliqué. Donc je pense que ce genre de roman est absolument nécessaire et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert parce qu'il était vraiment très bien fait.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces romans vous intéressent, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu en abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir, voire un petit soutien sur Utip si vous avez encore 20 secondes à m'accorder. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.